Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Face à Face. Mon invité du jour est un jeune homme de conviction, engagé et convaincant. Il est le président de l'association Couleur Gay et porte-parole de l'Inter-LGBT. Mathieu Gatipon-Bachette, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. On va apprendre tout de suite à mieux vous connaître avec la première partie, c'est le parcours. Alors vous en avez l'habitude, d'habitude je fouine beaucoup chez les gens pour connaître un petit peu les détails, mais mon invité du jour est plutôt discret justement sur sa vie personnelle, mais j'ai quand même trouvé un petit quelque chose. Vous êtes visiblement originaire de la vallée de l'Orne, et plus exactement de Rosselange. Oui, c'est la ville où j'ai grandi. D'ailleurs, c'est la ville où mes parents vivent toujours. C'est une ville pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. Je me permets notamment de remercier son maire, Vincent Matélic, parce que je n'ai pas eu le temps de le dire, mais pour la première fois, ils ont pavoiser la ville avec un rainbow flag au moment de la journée mondiale de lutte contre les haines anti-LGBT. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, parce que souvent, vous avez du pavoisement comme ça, c'est un peu gadget dans certaines municipalités, parce qu'on demande peut-être du fond. Mais là, c'est quand même Rosselange, c'est quand même une ville assez pauvre. C'est une ville, même, je crois, une des villes les plus pauvres De Moselle. Moselle, avec peu de réserves foncières, peu de marge de manœuvre quand vous êtes élu là-bas. Et le fait d'avoir ce geste, c'est quand même quelque chose de fort Ouais, par c'est rapport pas à anodin. jeunes. Oui, voilà. Parce qu'il y a des villes où c'est un peu pinkwashing, hein, mais le fait là de faire ce genre de démarche, c'est quelque chose qui, en tout cas, personnellement m'a touché. Je pense à toucher des gens qui peuvent passer devant, voient ça sur les réseaux sociaux. C'est pas du tout gadget. Quel souvenir justement vous gardez de votre enfance à Rosselange et d'une manière générale peut-être aussi également de votre adolescence? C'est pas des moments forcément faciles. Alors, je vais pas pleurer sur moi parce que j'ai pas un tempérament de victime, puisque je suis plutôt militant. Mais, il faut, bien comprendre que quand on est une personne, LGBT, il faut s'affirmer, et ça se fait pas du jour au lendemain. Moi, j'étais dans un contexte, où, les gens n'étaient pas forcément, très éduqués à ces questions. Donc je me prenais de face des réflexions, des brimades qui étaient le fruit d'une culture hétéronormative qu'on peut Justement, avoir le là-bas. 17 mai dernier, c'était la journée contre l'homophobie. Vous, pendant votre enfance, votre adolescence, pardon, vous en avez subi, justement? Oui, et je pense comme toute personne LGBT. Moi, j'ai subi des brimades, des choses qui font pas plaisir, des PD, des tapettes qui peuvent être lancées comme ça à l'envolée. Il faut bien comprendre que l'insulte, c'est fait pour vous renvoyer dans la norme. L'insulte, c'est la sentinelle de la norme. On vous insulte parce qu'on veut vous limiter. Et surtout, l'insulte, elle est souvent liée à la question de la sexualité, qui est encore tabou dans notre société. Et on veut, comme ça, vous salir. Ça, je l'ai compris plus tard, hein, mais au moment où ça vous arrive, c'est jamais très, surtout quand vous êtes un ado, avec tous les phénomènes de groupe que ça peut Bien sûr. induire. C'est pas forcément des moments faciles, mais j'en garde quand même des souvenirs très heureux. Moi, j'ai grandi dans la vallée de l'Orne. Il y avait énormément de solidarité. Les gens n'avaient pas forcément de moyens. Les gens se parlaient plus, se voyaient plus. Euh, on avait quand même une forme de, de vie sociale, de sociabilité qui a un petit peu disparu. Les gens sont un peu, être un peu plus individualistes, un peu plus centrés. C'est devenu un peu le dortoir pour aller au Luxembourg Bien sûr. travailler. Mais les gens étaient profondément humains et touchants. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Euh, je me souviens, ma maman, elle était aide-soignante, elle travaillait pour Secours Minier à l'époque. Et elle allait dans des petites villes comme Aumécourt, comme tout ce que vous pouvez trouver, Tucugneux ou Dintiche. Et parfois, elle m'emmenait dans ses tournées. Et les gens étaient très généreux, alors qu'ils n'avaient pas du tout de moyens. Ils me donnaient des jouets, ils me donnaient des bonbons, des mineurs, des anciens, qui étaient vraiment des gens qui étaient abîmés par le travail. Et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué.
Et- Je reviens quand même oui, sur je ce suis que... désolé, je m'éloigne. Ouais, non, mais c'est pas grave. Justement, je reviens sur ce que vous avez dit un petit peu avant, sur les brimades que vous avez subies, cette période un petit peu compliquée. Est-ce que finalement, ça vous a permis quand même de vous assumer rapidement? Est-ce que vous vous êtes dit, bah voilà, tant pis pour ceux qui sont comme ça, moi je suis comme je suis, j'en suis fier et je veux me construire comme ça? Oui, alors ça c'est vrai parce que je pense que c'est aussi un héritage. J'ai quand même été élevé dans une famille où les gens étaient plus ou moins engagés. Donc des gens qui étaient soit impliqués comme mes parents dans la vie de leur enfin, de la vie scolaire en tant que parents d'élèves ou ce genre de choses. Mes grands-parents qui étaient plutôt militants enfin si vous voulez, j'ai toujours grandi avec l'idée que si on ne s'engageait pas, c'est ma mère qui dit souvent ça, on ne pouvait pas se plaindre. C'est soit vous vous engagez, soit vous faites des choses, mais vous ne restez pas comme ça suspendu à la volonté des autres. Quand vous n'avez pas de volonté, quand vous n'avez pas de stratégie, vous êtes l'otage de la stratégie des autres. Et moi, mon objectif, c'était de surtout pas dépendre, c'était d'être autonome en fait. Bon, j'avais la chance quand même d'être un petit peu plus privilégié que la moyenne des gens qui est autour de moi. J'avais des parents qui ont travaillé dur. Hein. Ma mère a après parti au Luxembourg, mon père a fait une carrière à SNCF. J'ai eu la chance quand même d'avoir des parents qui pouvaient me payer des études, qui pouvaient faire en sorte que je vois des choses, que je voyage. Et le voyage, ça a été aussi très important pour moi. C'est vrai que dans une étude récente qui est parue avant justement cette journée mondiale contre l'homophobie, l'un des cercles où il y a le plus d'homophobie, ça peut être le cercle familial. Mm. Vous, ça n'a pas été le cas du tout. Votre famille vous a accompagné dans votre choix. Alors, c'est pas un choix. C'est pas un choix. Mais du coup, parce que si c'était un choix, on aurait choisi plutôt la facilité. Bien sûr, bien je sûr. pense. Mais si je dis ça, c'est parce que mes parents ont été, comme tout le monde, pris par la nouvelle d'un coming out. Mon coming out, c'était pas forcément quelque chose qu'ils avaient anticipé, même si souvent vous avez peut-être des signes avant-coureurs ou des petits éléments qui vous font dire que voilà, c'est pas tout à fait dans l'hétéronormativité qu'on va s'épanouir. Mais mes parents ont eu des réactions particulières. Mon père, je me souviens que mon père était très énervé sur le coup. Il s'est excusé tout de suite le lendemain. Moi, je fais mon coming out suite à une émission de Jean-Luc Delarue où... Vous aviez quel âge? Une dizaine d'années, je présume. Enfin, plus d'une dizaine d'années. Plus d'une dizaine. Oui, je devais être à peu près entrée du lycée, quoi. Ouais, vers 15-16 ans. Enfin, ouais, voilà. Ouais, j'ai du mal avec les dates. Ouais, non, mais pas de problème. Mais je vous dirais que, voilà, on voit cette émission, il y a une personne bisexuelle qui s'affirme et qui témoigne dans cette émission. Des gloussements, des petites remarques, et ça m'agaçait. J'ai dit à ma mère, ça m'agace, enfin moi je suis comme ça, voilà. Et je me souviens, le lendemain au petit déjeuner, mon frère était déjà monté se coucher, et elle dit au petit déjeuner, ah, tu sais quoi, ton frère, il s'est découvert une nouvelle nature. C'était pas forcément la phrase la plus heureuse. Et au final, moi, je l'ai très mal pris. J'étais piqué. Ouais. Voilà, une réaction d'ado qui n'est pas content. Et bon, après, j'ai compris que c'était lié aussi au fait qu'elle pensait que je pourrais jamais avoir d'enfant. Voilà. Mais mon père a réagi un petit peu Plus violemment. plus violemment dans ses mots. Hein. Mais le lendemain, lui, il s'est excusé. Il m'a dit tout de suite, tu es mon fils, je suis désolé, j'ai une réaction excessive, je t'accepte comme je suis. Moi, j'avais plutôt projeté l'inverse. Je ma mère travaillant dans le social, chez mon père étant plutôt quelqu'un de réservé. J'imagine une réaction inverse, comme quoi, des fois, voilà. Mais avec le temps, tout s'est bien passé. Aujourd'hui, voilà, j'ai un compagnon, on va chez mes parents. C'est quelque chose de totalement accepté, mais ça va prendre du temps. Évidemment. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre des responsabilités, de prendre la présidence de l'association et être porte-parole?
Alors, c'est deux événements dans ma vie, je pense, qui ont été vraiment clés. À un moment, vers 2003, je crois, 2006, je ne sais plus, je vais au Canada avec mes parents. Dans un voyage organisé, ce qu'il y a de plus banal. Vous allez voir la cabane à sucre, Montréal, et vous faire un tour aux chutes du Niagara. Et il se trouve que c'est les Out Games. Les Out Games, c'est l'ancien nom des Jeux Olympiques LGBT, LGBT. voilà, pour faire très simple. Et on arrive à l'aéroport. Et vous savez, ces énormes drapeaux arc-en-ciel, parce que les Canadiens ne font pas dans la demi-mesure sur les questions LGBT. Et là, c'est le choc, en fait. Parce que je me dis, waouh, si c'est possible là, pourquoi ça ne serait pas possible ailleurs? Alors, dans des échelles de proportions qui sont financièrement différentes, mais ça, c'est clé. Après, il y a l'association Couleur Gay. Je découvre l'association Couleur Gay parce que je sors. J'aimais bien sortir le vendredi, le samedi, même le dimanche. À une époque où il n'y avait pas de problème, j'étais opérationnel à 10h du matin. Maintenant, je ferais ça, je serais complètement tanné pour 1 ou 2 semaines. Mais à l'époque, je sortais beaucoup. Je voyais des personnes qui étaient très plaisantes, mais qui n'étaient pas dans un rapport qui me satisfaisait par rapport à ce que j'attendais de la sociabilité Mhm. LGBT. J'étais pas forcément très entouré, j'étais un peu seul. J'avais des amis qui acceptaient qui j'étais, des amis de mon lycée qui étaient très sympas, mais j'avais besoin de cette sociabilité LGBT, et le rapport superficiel qu'on pouvait avoir dans une boîte de nuit ne me satisfaisait pas complètement. Et du coup, j'ai encore un souvenir comme ça. J'étais avec un ami qui s'appelle Victor, enfin, que je fréquente plus, qui lui est parti à Paris. Et en fait, on arrive sur cette première Pride qui était organisée par l'association Couleur Gay. Et lui hésitait beaucoup à y aller. Le départ avait été fait au Solcy, Mhm. voilà, parce qu'à l'époque, si je me souviens bien, c'était Richard Liogé qui était président de l'université. Il avait autorisé en fait le départ parce qu'ils étaient dans un énorme bras de fer avec le maire de l'époque, Jean-Marie Roche, qui était très dur avec l'association Couleur Gay. Et donc, on entend ce Barnum, cette musique, cette montée d'ambiance comme ça, avec des militants, et je me disais, c'est ça que je veux faire en fait. Je veux être avec des gens comme ça. Voilà, je veux pas être une pauvre victime, Ouais, qui s'assume. ouais, quelqu'un qui s'assume, quoi. Voilà, je veux dire, je dis pas qu'on ne peut pas être une victime, c'est pas ce que je veux dire, Bien je sûr. nuance mon propos. Il y a des gens qui doivent être aidés, et c'est important qu'il y ait des associations comme Couleur Gay et des moyens pour les aider. Mais l'objectif de Couleur Gay, d'une association Couleur Gay, c'est quand même la transformation de quelque chose de mal vécu, une agression, un moment traumatisant, vers une forme de résilience qui peut, je dis bien qui peut, parce que c'est pas obligé, se traduire par du militantisme. Mais moi, c'est clairement mon parcours. On va passer tout de suite à la deuxième partie de cette émission, c'est le pile ou face. Alors Mathieu Gatti-Pombachel, je vais vous proposer plusieurs photos dans l'écran qui est devant vous. Il ne faut en choisir qu'une en m'expliquant pourquoi. Et on commence tout de suite par les photos politiques. Oula. Et je pense que le choix va être rapidement fait avec d'un côté Christiane Taubira et de l'autre Christine Boutin. C'est le Bah écoutez, C'est le je grand pense opposé. que là, il n'y a pas trop à choisir. Alors pour ceux qui ne Si s'en je rappellent, dois effectuer un choix, je pense que Christiane Taubira a montré sa valeur dans son engagement en faveur de l'ouverture du mariage républicain pour les couples de même sexe. Et, alors que Christine Boutin, ex-présidente du Parti chrétien-démocrate, a toujours été opposée, et même au PAX, il y a même une vingtaine d'années. oui, alors Christine Boutin, on lui doit quand même quelque chose. C'est d'avoir permis la création de l'association Couleur Gay, puisqu'en Oui, 1999, c'est débat pour le Pax, elle jette tout le monde dans la rue avec ses excès. Et c'est quelque part le meilleur service qu'elle ait rendu à la cause LGBT. Elle va permettre une mobilisation accrue sur le territoire, le développement d'associations par cet excès-là. Et par le peu de mobilisation, il faut le dire aussi, de la gauche à l'époque. Je veux dire, les députés qui voulaient chercher à soutenir le PAX, il fallait les chercher. C'était
une volée de moineaux. Et d'ailleurs, il a fallu s'y reprendre à 2 fois. J'oublie pas qu'il y a eu des gens aussi à droite pour défendre le Pax. Des gens comme Roselyne Bachelot, ils ont défendu le Pax. Avec Un peu plus que Jacques Chirac à l'époque. Un peu plus que Jacques Chirac, effectivement, à l'époque. Je vous rejoins, il y a aussi des grandes figures socialistes pour défendre ce texte. Je ne remets pas ça en cause, mais dans le gros du troupeau, ce n'était pas forcément ce qu'on avait envie de mettre en avant en Circo, parce que, encore une fois, le travail pédagogique qui aurait peut-être dû être porté, il n'était pas encore fait, et les associations n'avaient pas suffisamment de moyens pour travailler l'opinion. Et c'est sûr que face à la puissance pour le coup, je peux dire le mot lobby catholique et réactionnaire, on ne faisait pas le poids. Donc on était tout petits et il a fallu s'organiser. Et je ne suis pas sûr qu'on soit encore aujourd'hui suffisamment structuré et organisé pour tout porter. On va en reparler dans la troisième partie. Je présume que vous avez été quand même soulagé il y a quelques semaines de l'élection d'Emmanuel Macron par rapport à Marine Le Pen, qui reste quand même la chef de file de l'extrême droite. Alors soulagé, oui, soulagé. Par rapport en tout cas à l'affiche de ce second tour. Forcément. Vous avez quelqu'un comme Marine Le Pen qui est une personne qui est farouchement opposée aux droits des personnes LGBT, même si elle fait semblant. C'est pas parce que vous jouez de représentations un peu crypto-lesbiens, je vis avec ma meilleure amie, j'élève mes chats, que vous êtes l'ami des personnes LGBT. Voilà. Oui. Et puis notamment par rapport à un discours qui est vraiment pour le moins écœurant pour moi, c'est ce discours qui tend à faire croire qu'on est la défenseuse des personnes LGBT en opposant justement des personnes qui peuvent vivre par ailleurs des stigmatisations. Je ne dis pas que c'est pas vrai qu'il y a des personnes LGBT qui peuvent voter pour Marine Le Pen. C'est la réalité qui se vérifie notamment dans des sondages. Ce que je veux dire par là, c'est que Marine Le Pen, elle l'utilise, et elle l'a dit assez justement dans une phrase, elle met en opposition, elle dit il ne fait pas bon dans certains quartiers être une femme ou une personne LGBT. Ça, c'est clé pour moi dans le discours de Marine Le Pen, et c'est vraiment puant. C'est de dire l'homophobie, sexisme égale personnes issues des quartiers, issues des minorités qui sont dans ces quartiers. Ça, c'est totalement faux. Les chiffres le démentent totalement. Tout à fait. C'est quelque chose qui traduit déjà une méconnaissance de ces sujets et qui, en plus, est d'une parfaite hypocrisie. Parce que le Rassemblement national, Front National à l'époque, il était le premier à vouloir détricoter, et à s'opposer aux lois et aux droits qui mettait en avant la défense des personnes LGBT. Je veux dire, je me souviens très bien de gens qui gravitent autour de l'entourage de Marine Le Pen, comme des gens comme Valéran de Saint-Just et ce genre de personnes qui ont monté des discours vraiment infects sur le fait que le mouvement LGBT était cathophobe et était en fait vraiment dans une rhétorique qui était vraiment stigmatisante pour les personnes LGBT et qui voulait en plus justement s'opposer au peu d'améliorations à l'époque qui étaient portées politiquement. Et c'est toujours le cas, d'ailleurs. Il faut qu'on avance parce que le temps compte. Comme toutes les personnes LGBT, j'aime bien m'entendre parler. Ouais, non, mais on va passer tout de suite, en tout cas, au deuxième et dernière photo de cette deuxième partie. C'est les photos football, avec notamment quelqu'un qui a marqué les esprits, bien malgré lui, ces derniers temps. C'est le joueur parisien Idrissa Gueye, à droite, et de l'autre côté, Yoann Gourcuff. Idrissa Gueye, qui n'a pas voulu participer à la journée, justement, le match de football contre l'homophobie. Vous voyez, je ne lui en veux pas. Alors que Yoann Gourcuff, j'ai pris Yoann Gourcuff parce qu'à un moment donné, il était un petit peu considéré comme une icône justement du mouvement LGBT. Alors franchement, ce qui se fait dans le football, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens, je connais des entraîneurs qui font dans des petits clubs amateurs un travail formidable sur des territoires. Je pense par exemple à ce qui se passe des fois sur le côté d'Aumécourt, je ne veux pas citer de gens, mais qui vont vraiment travailler les sujets ou des gens qui font vraiment le travail.
Mais sur Idrissa Gueye, je pense que vous clairement, lui en voulez pas, vous avez dit. non, je lui en veux pas parce que en fait, il est le fruit de l'absence de travail des clubs, d'une fédération qui en a rien à faire en fait de la lutte contre l'homophobie, d'un Noël Le Graët qui s'en fout complètement. Président de la Fédération française de football. Clairement. Pour vous, il aurait dû avoir sanction contre Idrissa Gueye? Parce qu'il n'a pas été sanctionné. Il n'a pas joué de son propre chef. Vous voyez, c'est tout à fait ça. Alors après, je connais assez mal le droit du football, mais j'estime que ce monsieur, il est salarié du Paris Saint-Germain, d'une entreprise, et que quelque part, il a des obligations par rapport à son employeur. Il y a une forme de dénigrement des valeurs qu'il est censé porter et de la culture d'entreprise que ce club souhaiterait mettre en avant, même si, pour moi, il y a une forme énorme d'hypocrisie. Je veux dire, c'est pas parce que vous collez un arc-en-ciel sur un maillot de foot que vous êtes le passionnariat des luttes LGBT. C'est stupide. Il faut un travail pédagogique avant, il faut que les clubs se saisissent de ces sujets, qu'ils travaillent avec les associations locales, parce que moi j'attends encore le coup de fil du FC Metz. C'est sûr que quand il y a des bad buzz au niveau des supporters, et il y a des chargés de com qui s'affolent et qui font semblant de s'intéresser au travail de l'association Couleur Gay, mais clairement on les attend encore, le travail de fond. Il y a des gens qui font un peu semblant. On va tout de suite passer à la troisième et dernière partie de cette émission, c'est l'actualité. Alors c'est la 5e édition de la Rainbow Weeks, dont le grand moment est le 18 juin prochain, avec bien évidemment la marche des fiertés qui aura lieu donc à Metz, parce que la date est un peu différente un peu partout en France. C'est forcément le temps fort pour votre association de l'année. Oui, c'est un temps fort parce que la marche, si vous voulez, on l'a fait pour 3 raisons. Il y a une notion de commémoration. La première notion, c'est clairement de commémorer les émeutes de Stonewall. C'est un peu le mythe fondateur, même si c'est passé plein de choses avant, mais pour la marche. C'est pour ça qu'on fait la marche, parce qu'il y a eu ces émeutes à Stonewall, dans ce bar qu'on peut toujours visiter à New York. Donc il y a cet aspect commémoration. Le deuxième aspect, il est performatif. Si on continue à faire la marche des fiertés, c'est parce qu'en fait, c'est un moment de visibilité, de présence dans l'espace public pour des jeunes qui n'ont pas l'occasion d'être visibles dans l'espace public en tant que personne LGBT. Si vous êtes jeune, que vous vivez au fin fond de la Moselle-Est et que vous ne pouvez pas être dans l'espace public en tant que personne LGBT, la Pride, c'est peut-être le jour où vous avez économisé pour prendre un billet de TER, monter à Metz et être visible. Et en fait, c'est une forme de catharsis. Vous êtes dans l'espace public avec des gens qui sont comme vous pour la première fois. C'est performatif et c'est pour ça qu'on continue à le faire. Ensuite, il y a un aspect revendicatif et politique très fort dans cette marche des fiertés, parce que elle est aussi un levier pour obtenir des choses. Alors au niveau local, elle est un levier pour essayer d'avoir plus de subventions, notamment de nos amis du Conseil général, je le dis parce qu'on est chez vous, mais qui ne nous donnent pas grand-chose par rapport au travail que fait en fait l'association Couleur Gay sur le terrain. On voit des milliers d'élèves dans des collèges qui sont sensibilisés sur des face-à-face pédagogiques qui durent longtemps. Donc voilà, si je dis ça, c'est aussi parce que ça peut être un levier, si ça peut faciliter un rendez-vous avec Monsieur Weiten pour qu'on ait un petit peu plus de sous pour faire le travail qu'on fait, pour soutenir le travail qu'on fait déjà, ça serait bien. Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'être une personne LGBT est encore tabou en France, alors qu'on a l'impression quand même que dans la société actuelle, on s'ouvre d'une manière générale? Ça reste encore tabou. On parlait du foot tout à l'heure, on sent très bien que c'est tabou dans le monde du foot, mais d'une manière générale, dans la société actuelle, est-ce que vous estimez que, encore une fois, être une personne LGBT, il y a le concret, peut-être au quotidien, et puis ce qu'on dit, puisque les chiffres sont en constante hausse, pour plus de 83% des Français, un couple homosexuel est capable d'assurer son rôle aussi bien de parent, évidemment, qu'un couple hétérosexuel, et 72% des Français estiment qu'un enfant peut se développer aussi bien avec des parents homosexuels qu'hétérosexuels.
Enfin, vos chiffres, je les confirme, mais il faut les nuancer. Il faut les nuancer parce que déjà, il y a la répartition géographique qui n'est pas la même sur le territoire. Hein. C'est pas la même chose. Je le dis souvent à mes amis de Paris, hein, qui ont tendance un petit peu à l'oublier, d'être un PD de province ou d'être, entre guillemets, une personne LGBT au centre de Paris. Enfin, vous voyez, la différence, elle est là aussi. Hein. Donc, l'homophobie, elle s'exprime, la biphobie, la transphobie, les haines anti-LGBT, elles s'expriment de manière différente, déjà, selon où vous vous trouvez sur le territoire. Il y a des endroits où ça peut être plus impactant, il y a des endroits où ça va être peut-être un peu moins impactant, mais l'homophobie reste quand même partout. Hein. Il y a quand même de l'homophobie. Mais si vous êtes perdu peut-être dans la campagne ou au centre d'une ville, je dis déjà que ce n'est pas la même chose. Ensuite, il faut regarder aussi la pyramide des âges par rapport à vos chiffres. Généralement, les gens qui ont plus de résistance, ce sont les personnes âgées. Je ne dis pas ça pour stigmatiser les personnes âgées, hein, mais il y a beaucoup de résistance et les chiffres, déjà, ils ne sont pas les mêmes au niveau des personnes âgées. C'est pour ça que nous, au niveau de Couleur Gay, on parie aussi beaucoup sur l'éducation populaire des publics et des jeunes. Parce que je redonne un dernier chiffre. Les plaintes pour injures, menaces et agressions envers les personnes LGBT en 5 ans ont quand même doublé. Donc c'est vrai qu'encore une fois, il y a une prise de conscience. Et puis les personnes LGBT osent un peu plus porter plainte, même si c'est, on peut le dire, quand même la partie immergée de l'iceberg. Parce qu'il y a forcément des gens qui n'osent pas. C'est tout à fait ça, vous avez raison. On est dans la partie émergée de l'iceberg. Vous avez clairement, aujourd'hui, tout un pan des homophobies, des haines anti-LGBT qui sont sous les radars. Pourquoi ? Parce que quand vous allez porter plainte, il y a plein de freins avant la plainte. Si vous sortez d'une discothèque LGBT de Metz bien connue et qu'on vous casse la gueule et qu'à la base, vous avez moins de 18 ans, donc vous n'aviez théoriquement rien à faire en discothèque, que vos parents ne sont pas au courant de votre orientation sexuelle ou de votre identité de genre et que quelque part, vous allez quand même porter plainte, vous n'allez pas invoquer que cette agression, elle est à raison de votre orientation sexuelle ou de votre identité de genre. Donc ça, déjà, ça passe sous les radars. En plus, soit vous ignorez, il faut quand même le vouloir quand on est à Metz, parce qu'on fait beaucoup d'efforts, qu'il y a une association comme Couleur Gay pour vous aider, et donc vous n'allez pas la solliciter. Mais également, par exemple, parce que vous n'avez pas les codes pour aller solliciter un avocat, l'argent, ou solliciter une association d'aide aux victimes, même si aujourd'hui, normalement, on est censé vous informer. Puis vous allez peut-être tomber sur un policier mal luné, mal payé, mal renseigné, qui va mal vous orienter, en fait, ou vous dire que minimiser le discours, ça existe aussi. Alors, j'ai vraiment tendance à ne pas mettre l'ensemble des forces de police qui sont là pour aussi protéger les personnes LGBT dans le même sac, mais ça existe aussi. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui. Je vais redonner un dernier chiffre. Dans 69 pays, l'homosexualité est tout simplement interdite et c'est même passible de la peine de mort dans 11 pays. Je vais les citer quand même. L'Arabie Saoudite, le Nigeria, le Brunei, l'Iran, la Mauritanie, le Yémen, l'Afghanistan, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Pakistan et la Somalie. Donc c'est vrai qu'en France, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on n'est pas les plus mal lotis quand on voit ça. Oui. Merci en tout cas, Mathieu Gatipon-Bachette, d'être venu sur ce plateau. C'était un vrai plaisir de vous avoir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau face-à-face. Bonne soirée à vous.